Deuxième sommet de la francophonie, nous recevons dans notre émission M. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo et porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous allons parler du 14e sommet de la francophonie qui a eu lieu ici à Kinshasa et bien d'autres problèmes, en particulier les relations tumultueuses entre la RDC et son voisin, le Rwanda. RDC, le plus grand pays francophone, vous accueille au 14e sommet de la francophonie. Aujourd'hui, dans l'émission La Grande Interview, nous recevons une fois de plus, ça serait la troisième fois, mais cette fois-ci la différence, c'est que c'est ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Monsieur Lambert Mende Omalanga. Monsieur Mende, c'est un honneur de vous recevoir une fois de plus. Merci. Alors, votre pays vient d'organiser avec brio, on ne doit pas, parce que beaucoup de gens n'ont pas cru à la capacité de votre pays d'organiser le 14e sommet de la francophonie. Elle est terminée, elle vient en quelques minutes là d'être finie. Alors, quelle est, selon vous, l'appréciation qu'on peut tirer de tout ça? Une grande satisfaction pour le gouvernement et le peuple congolais, qui, après une longue période de crise successive, démontrent aujourd'hui qu'ils sont de retour sur la scène mondiale, qu'ils sont capables d'organiser des événements internationaux d'envergure qui impliquent la présence de plus de 70 délégations avec une vingtaine de chefs d'État. Ça n'a pas été une banalité, mais nous y avons mis tout le sérieux et tout notre cœur. Et nous sommes passablement satisfaits des résultats qui ont été engrangés. D'accord. Ça fait 20 ans, parce que c'était d'abord en 92 que la République démocratique du Congo a voulu organiser ce sommet, et 20 ans plus tard, vous l'aviez fait. Mais dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi se fait-il que beaucoup ont douté en la capacité de votre pays d'organiser un tel sommet? Vous savez, la médisance de la République démocratique du Congo est devenue un sport très prisé dans certains milieux, pratiquement les milieux pseudo-africanistes, dans les médias français et européens en général. Il est de bon ton de taper sur la RDC, de casser du sucre sur la RDC. Peut-être que nous sommes un peu le souffre-douleur de cette humanité prétendument civilisée, mais bref, chacun dit ce qu'il veut de ce qu'il pense. Nous avons fait la démonstration que tout cela relevait plutôt de certains fantasmes, si pas d'un certain racisme, lorsqu'on voit ceux qui sont à la base de cette campagne que nous appelons le Congo bashing. Ce qui nous inquiète, c'est que ça commence à contaminer même des milieux dirigeants, et nous en parlerons. D'accord. Alors, prenons sur ce Congo bashing, c'est un mot en anglais aussi, donc on vous tape dessus un peu, pas le même truc, donc vous êtes le souffre-douleur de tout le monde. Mais particulièrement avec la France. Dites-nous, le président Hollande avait dit qu'il viendra ici dire la vérité aux Africains, en particulier à vous, la République démocratique du Congo, les dirigeants. Il est arrivé. Il a presque humilié la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut rappeler d'abord que le président Hollande avait dit qu'il ne voulait pas venir. Ça, historiquement, il faut en tenir compte. Et que par la suite, il a changé d'avis pour des raisons que l'on peut bien deviner, parce que peut-être a-t-il parlé trop vite. On ne voyait pas très bien quel était l'intérêt de la France à ne pas venir à Kinshasa. Et quel était l'intérêt de la République démocratique du Congo à organiser à tout prix ce sommet. Nous ne sommes pas les propriétaires originels de la langue française. Donc, il a bien vu que c'était une agitation qui était contre-productive et il est venu. Humiliation, non, nous n'avons pas perçu une humiliation. Nous sommes bien chez nous, campés sur nos deux pieds. Le président Hollande est venu. Il y a eu, avant son départ de Paris, bien sûr, des propos qui ont fâché. Ça nous a étonné que quelqu'un que nous allions accueillir 3-4 jours après se permette de dire
des choses qui ont été dites lors de la conférence de presse commune avec le secrétaire général des Nations Unies, mais nous n'avons pas la langue dans la poche, nous, République démocratique du Congo. Et je rappelle toujours que nous sommes le pays de Patrice Lumumba. Nous avons perdu le père fondateur de notre indépendance à cause, justement, des jacqueries de cette nature, des campagnes infamantes, des légendes d'infamie, inventées de toutes pièces. Lorsqu'on veut casser quelqu'un, lorsqu'on veut donner une justification morale à des assassinats politiques, on commence toujours par de telles campagnes. Et nous ne nous sommes pas laissés faire. Nous avons répondu et nous avons constaté qu'avant d'entreprendre sa tournée africaine, le président avait tenu un point de presse avec 3 médias publics français où on a vu qu'il y avait comme de l'eau qu'on avait mis dans le vin. Puis nous avons suivi le discours de Dakar, Dakar qu'on avait présenté initialement comme le lieu par où il fallait passer pour se laver anticipativement de la souillure que serait une visite à Kinshasa, mais nous n'avons rien perçu dans le discours de Dakar qui pouvait nous gêner. Donc de l'eau encore dans le vin. Et lorsqu'il est arrivé ici, il a fait un discours au palais du peuple où nous n'avons rien vu d'anormal. Il a plutôt inversé les priorités comme nous le lui avons demandé. La priorité ici, c'est la guerre que nous fait le Rwanda à l'Est. Or, la France était jusque-là trop silencieuse. Par rapport à cela, la priorité, ce n'est pas les ambitions qui n'ont pas été satisfaites de 2 ou 3 amis de M. Hollande dans l'international socialiste. Ce n'est pas l'assassinat de nos 2 compatriotes qui ont au moins la chance, leur famille, de voir l'affaire présentée devant la justice. Ce sont ces milliers de femmes et d'hommes qu'on est en train de tuer chaque jour au Kivu sans que personne ne s'en préoccupe. Et le président Hollande semblait minimiser cela pour donner de l'importance à la politique politicienne qu'il croyait pouvoir nous gêner, comme si nous avions assassiné M. Tchebeya. Pas du tout. Ceux qui ont assassiné M. Tchebeya nous ont fait du tort à nous aussi, parce que c'était notre ami, c'était notre frère. Comme si nous avions organisé les dysfonctionnements de la commission électorale. Nous avons dénoncé ces dysfonctionnements. Nous avons même traîné cette commission électorale en justice pour pouvoir récupérer certains de nos sièges. Donc Hollande a tout faux, on lui a donné de fausses informations, mais nous avons constaté qu'il avait commencé à prendre la juste mesure des choses, et on l'a vu à travers la tonalité différente de son discours, bien qu'il y ait eu des détails infantiles, oui, comme le fait de ne pas citer le nom de notre président pour le remercier de l'accueil qu'il a reçu. Mais c'est tellement enfantin, ça confine au ridicule. Oui, mais monsieur le ministre, s'il n'a pas cité, ça veut dire que peut-être, quand ils ont eu l'entretien tête à tête, c'était quand même houleux. Il paraît que là-bas, il a amené ou il a donné les leçons à M. Kabila comment gouverner le pays et que M. Kabila a dû capituler. Mais si M. Kabila a capitulé, pourquoi aurait-il continué avec des impolitesses? Il faut reprendre la question. Non, si M. Kabila a capitulé, Hollande serait tout gentil vis-à-vis de lui. Donc vous voulez pas la dire que si M. Hollande était impoli, entre guillemets, vis-à-vis du président Kabila, c'est parce que M. Kabila n'a pas voulu accepter les injonctions de la France. Nous n'avons jamais voulu accepter les injonctions de qui que ce soit, pas plus la France qu'un autre pays. Parce que nous, le concept de souveraineté, nous y croyons. Nous sommes souverainetistes, on ne le cache pas. Nous sommes lumumbistes, le président est un disciple de Patrice Lumumba, comme moi. Et donc Patrice Lumumba est mort à cause de cette souveraineté. Nous sommes prêts aussi à payer le même prix. Vous êtes prêts à payer le prix de Lumumba? Ce n'est pas un chef d'État ami qui viendrait ici pour nous faire capituler, comme vous dites. Pas du tout. Si ces choses-là ont été dites, soyez certains que le président y a répondu de la manière la plus ferme, qui est la seule réponse que les lumumbistes réservent à ceux qui voudraient faire survivre des anachronismes comme le néocolonialisme en voulant donner des leçons à nos États. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que vous pouviez dire, mais le président français et la France, c'est le grand pays de la francophonie. Il perdure encore cette domination que la France a vis-à-vis des pays francophones. Le fait qu'il vient ici, il n'assiste pas peut-être furtivement au banquet. Et il a assisté au banquet. Il a assisté au banquet. Ouais. Donc, mais il est venu en chef, il est venu dire le langage et la vérité. Non, non, ça c'est ce qui s'était dit en France. Lorsqu'il est arrivé dans le pays, je pense qu'il a pris la température
à Kinshasa, il a pris des avis, il a pris des conseils, il a écouté les uns et les autres. Il y a eu un changement de tonalité. Nous avons perçu un recadrage. Il a compris qu'il était dans un pays d'hommes libres qui ne peuvent pas souffrir ces survivances anachroniques. Parce que ce sont des survivances anachroniques. Donc, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et je pense que l'entretien avec le président lui aura été fort utile, même si il en est sorti de mauvaise humeur, mais il a pu voir un dirigeant africain souverainotiste qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne se laisse pas donner des leçons, parce qu'un État n'a pas à donner des leçons à un autre État. Mais monsieur le ministre, mais on a vu, on dit en anglais, body language. Quand on les a vus sortir, on a vu votre président fâché. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui étiez à l'intérieur, imagine. Vous voulez dire les deux présidents? Les deux présidents, quand ils sont sortis, fâchés, oui. On a vu en particulier le président non, avec une fille. Les deux présidents fâchés. Les deux présidents fâchés, c'est ce que vous dites. Oui. Alors, donc, ils se sont un peu chamaillés là-bas ou qu'est-ce qui s'est passé? Chamaillés, ça veut dire les choses ont été mises au point. Et vous savez, en toute chose, il y a toujours une première fois. Et ce n'est pas toujours facile. Le président Hollande a annoncé la mort de la France-Afrique. Très bien. Nous lui en savons gré dans son discours de Dakar. Mais ce n'est pas facile entre proclamer une chose et la vivre réellement. C'est comme la démocratie. Combien de dictateurs ne proclament pas la démocratie et à la première manifestation d'une liberté par leurs concitoyens, ils entrent dans des fureurs, ils les arrêtent, etc. Et donc, que le dirigeant français ait proclamé la fin de la France-Afrique, ce n'est pas nouveau. Le président Mitterrand l'a fait aussi à la Baule, lorsqu'il a dit que le chef d'État africain serait jugé autrement qu'au travers de ses relations particulières dont raffolait la France à l'époque de Foccart et des autres. Le président Sarkozy avait proclamé aussi la fin de la France-Afrique avant de révoquer son ministre Bockel pour avoir cru en la sincérité de ses proclamations. Donc il ne suffit pas de dire, encore faut-il faire. Alors, entre la proclamation de Dakar du président Hollande sur la fin de la francophonie, de la France-Afrique, Oui. au sein de la francophonie, et la réalité qu'il vit à Kinshasa, de voir ce premier chef d'État qu'il rencontre après Dakar, lui tenir tête, on voit bien que les vieilles habitudes reviennent. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Hein, la France-Afrique, c'est une réaction de France-Afrique. Ce refus de voir un chef d'État africain s'assumer, dire vous n'avez pas de leçons à me donner. Mais qu'est-ce que la fin de la France-Afrique proclamée à Dakar veut dire? C'est que la France renonce à donner des leçons aux Africains. La France renonce à cette position de prééminence et veut devenir légale.